ressemble finalement à certaines séquences. Pour l'enregistrement, cela ressemble finalement à certaines séquences oniriques. C'est-à-dire qu'au moment où on est dans un rêve de seuil avant de se réveiller et qu'on vole, à ce moment-là, il y a des conditions où on ne sait plus très bien où on est, si on est éveillé, si on est toujours en train de rêver, et qu'il y a cette espèce de soudure entre la réalité factuelle et finalement, je dirais, la réalité rêvée ou la réalité fabriquée. Absolument. Alors ça a été le parti pris, le vrai parti pris. C'est-à-dire qu'on s'est dit comment, effectivement, créer une situation qui est en même temps étrange, pas habituelle, mais qui en même temps, les gens ont des références, etc., immédiates. Et ben, c'est effectivement, c'est onirique. C'est tout le monde, enfin pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui volent en rêve, que c'est probablement cette histoire de voler comme ça, en même temps de sortir du corps. Donc c'est toutes les histoires des chamans qui vont aller faire des voyages astrales, je sais pas quoi. Donc finalement on a fait appel quand même à un imaginaire qui était cet imaginaire du vol. Et c'est vrai que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Mais c'est un cas très, ce que je veux dire, c'est que c'est un cas très particulier parce que c'est vrai que dans ce dispositif où on va faire une espèce d'incrustation d'une image analogique dans une image de synthèse, ben, on va pas pouvoir manipuler des choses puisque on n'est pas un avatar numérique. Enfin, il y a des tas d'imitations. Donc, la formule du vol était une des formules les plus évidentes et les plus explicites, les plus appropriables par les gens. Peut-être pour ça aussi que les gens de Google Earth ont fait ça, enfin, je répète sur cette expérience de Google Earth VR, qui est complètement stupéfiant sur HTC Vive. C'est hallucinant, et là on vole, il y a une morphologie de guidage qui sont à peu près semblables à celle d'Avatar. Oui, alors, donc là, juste j'ai mis à l'écran une des expériences de sortie du corps artificiel qui a pas mal fait parler d'elle. Ça c'est le schéma, on a une personne qui effectivement est filmée, se voit elle-même de dos, on la sollicite et on lui demande où est-ce que tu te sens. Est-ce que tu te sens là-bas devant toi, ou est-ce que tu te sens ici où tu es, enfin où est-ce que tu te sens. Et donc l'impression de se dédoubler, donc la notion à la fois une sorte voilà d'expérience qu'on connaît dans la littérature aussi, de personnes qui sortent d'elles-mêmes dans des états de stress importants. Donc ça se concilie avec la typologie des avatars en filature caméra qu'on a vu dans les jeux vidéo. Donc il y a une proximité qui est pas anecdotique parce que effectivement derrière on réfléchit à des sujets assez complexes comme le rapport entre identification et projection qui a été longuement débattu en cinéma, dans plein de domaines, même la danse, même dans les camps militaires, ou si vous avez de l'entraînement et les gens qui sont à la queue leu, tous en train de faire le même geste, les majorettes ou des sportifs, comment on synchronise les corps les uns par rapport aux autres. Donc cette idée d'avoir une reconnaissance suffisante de soi-même parce qu'on bouge. Après, aujourd'hui, on est en train de migrer de la vidéo peut-être vers la 3D, parce que dans certains cas, on ne pourra pas avoir l'écran dans certaines typologies de population. Et du coup, on a d'autres problèmes qui vont se poser, tels que si je me modélise moi-même, on sait bien qu'il y a la familière étrangeté, donc même la niche, l'étrangeté, la vallée de l'étrange, si vous préférez, qui peut, si je me vois moi-même et que c'est le scan qui a été produit sur un modèle 3D, je peux me reconnaître ou au contraire être mis à distance. Donc il y a d'autres difficultés méthodologiques qui vont surgir. Et l'énorme avantage de cette expérience, je pense qu'à peu près de 2 heures, vous saisissez à peu près de comment ça a l'air de marcher, qu'est-ce que c'est censé faire. C'est donner l'impression de voler alors que normalement beaucoup de gens, si on était pas câblé comme on est, on pourrait se dire j'ai pris une image, un poster devant moi et puis je l'ai bougé comme ça, comme un volant. Ce que disait Étienne, c'est la preuve pratique. Donc il y a une sorte d'évidence du dispositif, alors qui se rattache au jeu vidéo, mais une fois qu'on veut le mettre, c'est toute la difficulté de la thèse, mais aussi de nos travaux avec le Collège de France et Alain Berthaud, si on veut le mettre en expérience neurophysiologique, alors les critères de cette discipline, des neurosciences, sont très sévères. C'est-à-dire que là, il y a tellement de paramètres. Est-ce que la personne se voit, qu'est-ce que ça fait, que ça soit pas la même activité, parce que si je suis debout et que je me vois allongé, qu'est-ce que ça donne. Enfin, il y a un nombre de paramètres pas possibles, et donc on est en débat avec cette communauté pour savoir qu'est-ce qu'on coupe
comment on réduit tel aspect pour le rendre observable, et en plus des limites des instruments de mesure, parce que l'électroencéphalogramme, il faut pas trop bouger. La biographie, on a fait des mesures, parce que là, le poste de travail, si tu allumes le poste pour le voir, l'interface du poste, eh bien, on a un module de mesure du cœur, sur les courbes ici, vous le verrez sur la vidéo, de démonstration sur Avatar Channel. On a plusieurs entrées EMG, électromyogramme, et le cœur et la respiration pour, au départ, se dire, en fait, c'était ça faut le préciser, se dire si la personne est debout, ici, il faut, évidemment, elle va pas tomber par terre dès lors qu'on l'a fait voler. On n'a pas vu de gens qui s'effondraient parce que brusquement ils se voyaient voler. Mais donc il va y avoir un maintien de posture. Donc il faut bien tenir la position ici. Mais en même temps, il faut assurer, s'il faut bien assurer ses arrières, ici, il faut bien assurer ses avants. C'est-à-dire, je vois la montagne qui surgit, je vois un astéroïde, est-ce qu'il faut que je les rattrape tous? Alors, il y a des gens qui veulent les attraper, parce que je les évite. Donc comment je m'adapte là-bas? Et donc on a eu une série de mesures des muscles pour voir s'ils se contractaient ou s'ils se relâchaient, si la posture changeait. Et après, on est allé dans des découpage de l'expérience plus simplifié, où par exemple, je peux l'écrire, ça, on a des mesures où la personne va être juste un petit peu retenue par un filin, et on va lâcher le filin sans qu'elle tombe, parce qu'on va le retenir 10 cm plus loin, et on va voir si elle se rétablit correctement, comme si elle était, de la même manière que les gens qui n'ont pas un casque sur les yeux, en fait. C'est-à-dire, est-ce que sa réorganisation corporelle va se faire de manière différente que toi, qu'on mettrait juste comme ça? Parce que ça voudrait dire, si c'est une différence, que tu t'es adapté à cet ailleurs, que donc, une partie de ton corps et de ta neurophysiologie est... C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, parce que j'ai failli tomber en avant. T'as failli tomber en avant, c'est ce que t'as fait tout à l'heure? Ouais, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai failli tomber en avant, j'étais tellement enthousiaste sur l'expérience. Voilà, encore plus. Tout à coup, j'ai bien senti que mon centre de gravité passait en avant. Je me suis rétabli, donc effectivement. Voilà, il y a un dialogue. Il y avait un dialogue entre. D'ici d'ailleurs. Hein. Voilà, entre la vision, l'expérience et la réponse vestibulaire et musculaire. Les retours de. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des choses? Parce que là, vous avez bien voulu vous consacrer du temps, donc je vous en remercie. En sachant que dans le programme de cette édition, d'avoir mobilisé les moyens ici de la Cité et du programme LEVEX, c'est de se dire, bon, nous, à partir de maintenant, je vous le dis juste pour ouvrir les questions, on va inviter des étudiants qui viennent de différentes disciplines à faire des ateliers, workshops dans lesquels ils vont essayer de comprendre comment, à la fois, il y a une méthodologie de recherche derrière, parce qu'on a fait des questionnaires, je vous ai passé taper des questionnaires, il y a eu plusieurs variantes, des études sociologiques sur les vecteurs d'immersion des populations qui ont été étudiées, aussi avec la stéroscopie, enfin, il y a eu plein de comment un dispositif est mis au point, avec quelle méthodologie, comment on discute entre disciplines, qu'est-ce qu'on peut faire comme variante, les conditions de production des résultats. Donc, voilà, il y a toute une sorte d'initiation, les étudiants, ils sont un peu initiés, mais d'illustration concrète d'une émergence, d'une installation interactive qu'on aurait pu avoir peut-être dans un musée ou dans qu'on voit d'ailleurs, il y a plein d'expériences de ce type, enfin pas exactement pareil, mais il y a plein d'innovations d'interactivité qui posent des questions de recherche dans le monde de l'art, de la technologie, de la création numérique, mais aussi comment nous en Infocom, vous voyez, on a posé un peu de débat sur le jeu vidéo, l'identification, les moments de distanciation. Donc parfois on dit toujours, tu vois, quand l'avatar rate, on dit c'est pas moi, c'est lui, c'est ton fils qui a encore fait des bêtises, c'est mon fils qui a réussi à l'école. Enfin, des histoires d'appropriation et de distance, et donc voilà, on va associer autour de 2 ou 3 jours de workshop des étudiants pour qu'ils puissent s'approprier, proposer des choses, essayer. Je vais apporter aussi un autre cas de réalité virtuelle sur des expériences plus classiques que proposent les plateformes de ce type, avec des sorties dans l'espace, avec des choses où on se voit pas, où on se voit dans le miroir. Enfin, voilà. Donc on va essayer de brasser toute cette actualité du jeu vidéo et de la réalité virtuelle. Mais bon, là, comme c'est le lancement et que ceux qui sont pas là de ces étudiants pour voir ces vidéos qu'on a vu être enregistrées, eh bien, on est sur le dispositif de base et c'est les attendus de recherche. Ceux qui ne sont pas pu se libérer pour revenir dans la boucle. Ce cadre étant posé, y a-t-il des remarques, des questions ou des partages d'expériences ou quoi que ce soit qui puisse nous nourrir? Oui.
Si. En ce qui concerne l'expérience que vous proposez de vol et de réalité virtuelle, je me demandais si vous aviez pu expérimenter l'expérience qui est plus de l'ordre du divertissement, qui s'appelle Birdly, du studio Somniax. Et qu'est-ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît? Alors oui, alors Birdly, je montre juste parce que ça vaut vraiment la peine justement de voir la différence. Birdly, c'est en fait un système où vous allez voler comme un oiseau, hein, comme le nom l'indique, en étant allongé sur un simulateur mécanique bien organisé avec un ventilateur devant soi. Donc on l'a essayé, moi je l'ai essayé en Suisse, là, au World Forum d'hier, qui a eu lieu il y a 3 ans, et puis il existe actuellement, je crois, à Beaubourg, à la BNF, à MK2. Et donc vous voyez, c'est le monsieur qui est derrière. Donc le monsieur qui est enfin l'expérimentateur, on va le voir, voilà, il est là de manière analogue à l'expérience qu'il vit, puisque dans ses yeux, enfin il voit dans le casque, vous imaginez la réunion des deux images en haut à droite, donc il vole dans les gratte-ciel, au milieu des gratte-ciel de grande ville américaine, et il a un ventilateur, et quand il bouge les bras, etc. Donc on l'a essayé, on a discuté avec aussi les inventeurs de cette de cette belle expérience, et en réalité, on avait déjà mis au point notre dispositif à ce moment-là, et du coup, on avait déjà ce choix de s'écarter, hein, c'était ton choix, Étienne, de s'écarter du caractère hyper enveloppant et très parce qu'imaginez le nombre de sollicitations corporelles, là c'est presque pas t'as pas grand chose ici, t'as pas de vent, t'as pas de, si t'as un peu le son, donc on peut discuter sur l'intégration. Oui, votre objectif c'est de faire des mesures quand même. Votre objectif c'est de faire des mesures. Absolument. Donc vous n'allez pas mettre du désordre avec voilà. le loisir. Absolument. D'un côté, le parti pris était de ne pas polluer par toutes sortes de retours, de trucs scénaristiques, etc. Mais surtout, de ne pas faire ça. Parce que ça veut dire que on est en train de simuler dans le monde réel ce qui va se passer dans le monde virtuel. Il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas cette vraie écart et cette vraie bilocation. C'est que d'un côté, je suis ici dans une certaine posture, une certaine situation, et je suis là-bas dans une autre posture, dans une autre situation. Là, on essaye pour que ce soit plus efficace, plus spectaculaire, plus vendable, parce que maintenant c'est dans les trucs d'arcade, hein, ce truc-là, hein, d'arcade virtuelle, hein, de RV, de VR. Effectivement, on peut faire tout un espèce de mécanique, on peut battre des ailes, on bat finalement, c'est des ailes, on fait bouger des ailes, hein, mécaniques. Mais après, c'est pas inintéressant en tant que tel, au sens où par rapport à notre problématique, admettons qu'on prête le même dispositif et qu'on fixe devant une représentation 3D de l'avatar de l'utilisateur tel quel, non appareillé, bon, parce que là, on pourrait aussi considérer que c'est un protocole qui enlève l'écart où je suis debout et la bas allongée, qui serait dans l'égalité des deux référentiels, parce qu'ils sont reconduits l'un l'autre, il n'y a pas de différence. Probablement qu'il y a des études possibles sur les bénéfices d'un avatar. C'est sûr qu'il n'y a pas vraiment des études possibles là-dessus, mais effectivement, est-ce que dans un système aussi, disons, embrouille, sans être péjoratif, ouais, aussi, non, mais aussi qui transpose littéralement. Mais, oui, enfin, mais qui rajoute beaucoup d'aspects qui sont le contraire de cette réduction pour la mesure. Donc c'est un peu ça le problème, c'est que c'est pas que ce soit intéressant, pas intéressant, et que par exemple ce qu'on voit dans cette image, moi je l'ai expérimenté aussi, c'est que l'accroche, puisque normalement c'est un faucon, hein, on est un aigle ou un faucon qui est en train de voler dans la montagne, et en fait quand on regarde, puisque là c'est des vrais casques 3G de VR, donc on peut traquer la tête, on voit le bout de son aile. On voit un bout quand on tourne la tête, on voit un bout d'aile de l'autre côté. Hein. Donc c'est le seul embrayeur entre le réel et le virtuel, mais c'est pas vrai, parce que le gros embrayeur, c'est ce dispositif, enfin c'est ce mécanisme, qui est en fait, on est déjà couché, on est déjà en train de battre des bras, parce que c'est des ailes, là c'est des ailes, et il n'y a pas de...
Voilà. Et puis il y a un ventilateur qui vous souffle dans la figure et que ça bouge. Donc c'est une simulation dans le réel. C'est pas c'est pas un dédoublement dans le virtuel. Ce qui est amusant, c'est que le centre proprioceptif, enfin le sens proprioceptif de l'oiseau n'est pas celui de l'être humain. C'est-à-dire que finalement, l'être humain il regarde en bas alors que là, il faut faire varier l'image et la faire varier à 90 degrés en Y, de façon à pouvoir donner le sens de l'oiseau. C'est-à-dire qu'il y a une transposition corporelle. Ça, ils en parlaient dans la conférence que j'ai assisté sur le Virtual Embodiment, donc l'incorporation, l'incarnation virtuelle. Et effectivement, il y a une expérience très... les inducteurs dont tu parles fabriquent une formule corporelle, une formule psychocorporelle d'oiseau qui va donner quelque chose aussi d'un vécu très fort. C'est vrai qu'on a la tête inclinée vers le bas, mais le point de vue est Micro. quand même celui du oiseau. Micro. Devant soi. Il est devant soi. Hein. Le point de vue n'est pas ce qu'on penserait. Voilà. Le point de vue, c'est celui-là quand tu l'enlèves le truc. Parce que ceux qui voient, c'est devant lui. C'est pas sous lui. Mais à la base, c'est vrai que c'est nous qui rajoutons de l'embrouille en mettant l'écart entre les deux quelque part. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire à partir des expériences de Blanqueux, c'est qu'il y a fait ça pour que ça devienne mesurable et ça devienne réductible. En fait, on crée un écart, une tension entre le corps physique. Il fallait une tension entre le corps positionné et le corps représenté ou simulé. C'est ça l'idée, de sorte à voir lequel on choisit. Parce que si tu choisis d'être debout, ton corps il sera positionné, mesurable debout. Si tu choisis d'être... Et là, ce qu'on a remarqué dans les seules mesures qu'on a eues exploratoires là-dessus, c'est qu'il y a... Évidemment, il y a le background, ça c'est un truc important, le background des personnes. C'est-à-dire que toi, tu nous parles de la voltige que tu as fait le week-end dernier. Et en fait, ce qui est fabuleux avec cette histoire, c'est que comme on a tous à la fois une représentation du vol, parce qu'on a vu plein de films, voilà, c'est tous pris pour plus ou moins des oiseaux, des super-héros, ce qu'on veut, mais qu'en même temps, on n'a pas totalement l'expérience incarnée, eh bien, les gens vont prendre dans leur stock de mémoire et d'expérience. Alors, certains plongeurs nous ont évoqué des réminiscences corporelles du type plongeur. En parapente, c'est plus facile. Voltige, bon, donc il y a eu plein de retours. Et ce que l'on a découvert dans les sports de piste, le ski ou tout ça, on a l'impression de... C'est ça. Mais chez moi, j'ai vraiment pas eu l'expérience du parapente là. Ah non, mais c'est pas le bar. À la balle virtuelle, chaque année, alors, il y avait un parapente virtuel qui était posé, tu montais tes fesses vraiment, tu faisais le pilotage, tu peux arriver à générer des choses comme ça. Mais disons que face à la nouveauté, tu sors quelqu'un de son champ d'expérience, chacun va essayer de construire un référentiel propre. Et du coup, on a pu constater que, dans les questionnaires déclaratifs, qu'il y avait une remémoration corporelle de certaines expériences particulières, et que du coup, il pourrait y avoir des usages éventuels de ce dispositif qui favorisent pour des personnes qui ont des problèmes de mémoire ou jusqu'à ce que des gens qui ont fait des chutes, par exemple, ont ressenti, de temps en temps, quand on se rappelle, on ressent la douleur, une espèce de douleur fantôme. Hein. Il y a des gens qui ont eu ce type d'expérience, c'était extrêmement étonnant pour nous. Ouais, ou comme pour les enfants que tu disais, là, dans la cité, les gens qui, bon, quand on a eu un chercheur italien, quand il a reçu il a dit, j'ai eu une énergie qui s'est dégagée dans le plexus, il a reçu son astéroïde, il a eu donc tout un récit, mais, qui était une tentative d'un vécu, certainement. Alors, donc, nous, c'est corrélé ces explicitations verbales, et puis, voilà, et effectivement, si on avait l'accès intégral au cerveau et au corps, ce serait magnifique. Mais pour l'instant, on voit des propriétés du système, en fait. Et après, on va devoir négocier avec nos amis des neurosciences dures, qu'est-ce qui, dans toutes ces propriétés qu'on a repérées, est éligible à leur protocole extrêmement sévère. Et l'expérience qu'on a fait avec le Centre national d'études spatiales, où on voulait mettre ce dispositif pour faire expérimenter à des gens des sensations d'apesanteur ou de lévitation, parce que quand tu te lèves la première fois, écartez les bras pour vous lever. C'est qu'on a eu beaucoup de témoignages, parce qu'on faisait du déclaratif étape par étape, où les gens qui se mettent à flotter, ils ont une sensation qui est pas celle du vol, mais qui est encore, là, je me sens allégé, quoi. Plutôt la lévitation. Voilà, la lévitation. Donc, la lévitation, c'est sûr. Tu l'as ressenti au début. Tu l'as ressenti au début. Donc, est-ce qu'on peut travailler cette sensation? Est-ce qu'on peut, comme dans nos rêves, où parfois, certains volent, d'autres juste flottent et s'accrochent au lampadaire et se poussent. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé avec le Centre national d'études spatiales, à un moment donné, sur la reproductibilité d'éprouvés corporels. C'est amusant parce qu'en comparaison avec l'acrobatie aérienne, par exemple, la première fois que tu t'envoles comme ça,
Il y a un moment où on te dit, tu prends le manche à balai. Prends le chabalet. Je prends le manche à balai, donc dans la travessie aérienne, on est dans un tout petit avion, l'avion n'est pas plus large que les chaises, c'est vraiment tout petit. On est enfoncé dans le truc, il y a 700 chevaux qui sont devant, et on est tiré dans l'espace. Et à un moment, au moment où la première fois qu'on n'a pas compris comment fonctionne le système et on vous dit, prenez le manche à balai, vous tournez légèrement à gauche. Et quand on tourne légèrement à gauche comme ça, on fait un tour complet. Et là, c'est extrêmement étonnant parce que ça n'a rien à voir avec l'expérience du Space Mountain à Euro Disney ou des trucs comme ça. C'est une vraie expérience de chute qui est accompagnée avec des jets. Alors là, les jets, ils viennent quand même, on les sent. Et là, il y a les tripes qui font un petit tour comme ça. Et une fois qu'on a compris ce truc-là et on sait que les tripes vont faire un tour, à ce moment-là, on commence à s'apaiser au sein du ventre et on commence à aimer ça. Et le système, enfin la réaction tripale, tout au début, je l'ai ressentie dans l'élévation. Ok. Les tripes, hein, les viscérales, on essaie d'atteindre. Voilà, alors juste un mot pour revenir sur parce que vous avez vu des expériences de Blanqueur et tout ça c'est relié aussi à des choses qui existent depuis longtemps, enfin qui ont été longtemps étudiées en neurophysiologie. C'est des expériences de sortie du corps qui sont en fait des pathologies. Hein, les gens qui se voient qui sont au-dessus et qui se voient, etc. Alors ça peut être des lésions du genre l'accident, ça peut être des problèmes neurologiques, ça peut être des problèmes d'épilepsie. C'est des épileptiques on peut les stimuler, puisque c'est à peu près les seules personnes sur lesquelles on peut, alors ça c'est très intéressant, et c'est à peu près les seules, puisque on doit leur mettre des électrodes dans le cerveau, il y a une espèce de possibilité de tester des simulations directes du cerveau. On peut pas faire juste comme ça pour la science. Donc, et il y a des zones, on sait maintenant quelles sont les zones qui produisent chez quelqu'un cette impression d'être en dehors de son corps. Bon. Apparemment, en 2008, 2007, 2008, Blanquet et Gerson ont reproduit ça avec les méthodes, les moyens, finalement, un peu du jeu vidéo, un peu tout ça, parce que toutes les références, même eux-mêmes donnaient ces références-là, les journalistes et les commentateurs, mais en faisant quelque chose qui était cette simulation. Donc cette espèce de simulation tactile pour tromper le système, alors la intégratif, enfin je sais pas quoi, pour qu'elle décide que je suis là-bas. Et nous, on n'a pas voulu rentrer là-dedans, parce que moi, je viens de l'image, on est des médias, etc. Donc, on a pensé, alors justement, c'est bien cette histoire, oui, on n'a rien dit, mais on a pensé que cette histoire de faire léviter quelqu'un, et ensuite de le basculer, ouais, la bascule de ça allait fonctionner par un forçage, parce qu'en fait, c'est un forçage que le cerveau prenne, partie, hein. Je suis là-bas, je suis pas ici, je suis là-bas. Voilà. Que ça se passe. Bon, et effectivement, ça se passe qu'à moitié. Voilà. Donc, c'est à moitié aussi efficace. Ça marche un peu, mais ça marche pas autant que cette sollicitation. Voilà. C'est vrai que si on commence à mettre vraiment des sensations, même on en a eu un on avait la chaleur des projecteurs qui activait son bras, lui il fait de la voltige et tout, il a tout de suite perçu le soleil, enfin le gars s'est dit ah ouais le soleil est à gauche, donc c'est bon, et en fait la chaleur qu'il a perçue, donc il y a des thermorécepteurs partout, l'a aidé à dire pourquoi on met pas un ventilateur, on peut faire plein d'expériences. Mais bon, après, c'est vrai qu'il faut revenir aussi dans une branche aux jeux vidéo au quotidien, où les gens, voilà, ont un petit personnage qui évolue, et donc il y a du chemin aussi pour les résultats qu'on exploitera là, qu'on a déjà, on a fait 2 vagues de 44 questionnaires avec des gens de conditions, les a comparés avec statistiquement et tout. Il y aurait des vecteurs et puis on essaie de venir aussi, donc je disais les mémorations, mais il y a des gens qui ont des problèmes d'image. Les gens, nous, on a un étudiant qui va soutenir sa thèse en janvier, il a aussi mis les degrés d'estime de soi dans l'autoscopie, parce que si vous détestez vous voir et quand on vous bascule dans l'image, vous avez un peu les fesses qui prennent le trapèze, et que vous en avez un complexe, il y a des gens qui s'identifient plus à eux-mêmes, ils sont pas contents d'être eux-mêmes. Il y a plein de phénomènes à dégager pour savoir auprès de qui, parce qu'on peut pas juste dire voilà, se voir soi-même c'est plus efficace.
il y a des gens qui, c'est pour qui, comment. Donc, il y a ce background individuel, et il y a ces mécanismes fondamentaux. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, ce qu'on essaye de tenir, c'est que le côté grand public, médiation, pour que les gens expérimentent ça, ça veut dire qu'on accumule énormément d'expérience parce qu'on s'est aperçu que finalement, il y avait une variabilité énorme. C'est-à-dire que les gens avaient des réactions différentes. Ouais, les donc, gamers qui disent, si on essaie de traiter ça statistiquement, ben, finalement, on aplatit tout ça, ça fait rien. etc. Alors, mais que c'est le même dispositif qui puisse servir dans une situation de laboratoire avec des personnes qui sont finalement des cobayes qu'on paye pour passer une expérience. Et là, par exemple, vous avez vu à quel point la première personne, c'était vous. Bon, vous étiez encore à essayer d'explorer tout ça, mais voilà. Mais après, le fait de voir ça sur un écran, et ça, on l'a vu à Laval. Ouais. C'est-à-dire quand les autres personnes qui font la queue pour passer, voient comment font les autres, il y a une espèce de mimétisme bah oui, qui est d'habituation déjà. Dans un protocole scientifique serait un biais. Voilà, on dirait, mais ouais, ils savaient ce qui allait se passer, ça va Donc, pas du tout. nous, on s'alimente de ce côté grand public pour accumuler des impressions, Ouais, des des constats, intuitions, des cas, des histoires. des témoignages, Ah, des histoires, et tout ça. Et sur le même dispositif, on essaye d'être le plus strict possible pour la mesure. J'aimerais bien voir quand même, hors des calculs, qu'est-ce que ça donnerait avec un singe. Oui, alors on aimerait beaucoup faire de l'expérimentation animale. Il y a plein de choses qu'on voudrait faire. On adorait aller dans d'autres cultures, parce qu'on a fait ça pour que ça soit interculturel aussi. C'est-à-dire que, a priori, se voir évoluer ses paysages, il n'y a pas besoin d'avoir, n'importe quelle culture, même y compris des cultures dites premières. Moi, ça m'intéresserait beaucoup de passer ça sur des personnes qui n'ont pas trop de références médiatiques. Ou des personnes âgées, on en a eu. Il y a eu une femme avec un enfant, très intéressant, l'enfant se réveille à un moment donné parce que, c'est un peu l'interprétation qu'on a eue, est-ce que c'est vrai? Elle vole, toute l'expérience, et à un moment donné, elle est tellement dans le monde, on a eu l'impression, en le filmant, que l'enfant se réveille en disant, maman est plus là. Je tombe dessus, je dirais. Non seulement, nous aussi on a eu cette impression, on a eu l'impression qu'à un moment elle était partie, et que l'enfant a senti que, bien qu'il soit en contact sur elle, que quelque part elle est partie. Elle était plus là. Et elle aussi, elle nous a confirmé qu'elle a bien senti que l'enfant avait senti ça, et du coup elle est revenue. Par le biais de l'enfant. Ça, on a eu des témoignages, c'est passionnant. C'est un cas. Elle produisait pas les mêmes signes posturaux. Absolument. Même les mêmes, je sais pas quoi, vibrations, attention. Bon, il y a d'autres remarques, questions? Je t'en prie, parce qu'on parle beaucoup à chaque fois, donc on vous laisse la parole. Voilà. Si j'ai bien compris, il y avait une différence entre les retours d'expérience entre les adolescents et les adultes. C'est vous qui disiez ça. Et du coup, quelles sont ces différences exactement, et est-ce que vous avez cherché les causes? Alors donc c'était pas vraiment une expérience parce que c'était vraiment une partie de médiation, donc tout public, où c'est vraiment des retours vidéo qu'on a tel quel, c'est-à-dire qu'en général après les passations on filme les gens avec la même gamme de questions, parce que quand on est en haut et qu'il y a 30 personnes qui attendent, on n'a pas le temps de leur faire passer un questionnaire à chacune. Donc donc on a des retours vidéo sur les réactions des personnes plus jeunes, qui, elles, ont tendance justement à perdre beaucoup plus facilement l'équilibre. Quand elles se cognent, essayent de se rééquilibrer de l'autre côté, donc à basculer. J'ai eu 2 personnes qui ont fait complètement tomber le décor, qui avaient 11-12 ans. Voilà. Et au bout d'un moment, j'ai même dû mettre une affiche interdisant au moins de 12 ans de participer, ou en dessous d'une certaine taille, parce que en gros, ces personnes, en fait, j'ai eu des enfants qui sont tombés malades, qui avaient des nausées, qui avaient des vertiges, j'en ai une qui a pleuré à la fin. Et voilà, chez les adultes, on a beaucoup moins de ce genre de retour. Donc après, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent sortir de ça. Par exemple, moi, je pense que notamment, on a une certaine expertise de notre propre monde. Donc plus on vieillit, plus on a l'expertise de la gravité, plus on a l'expertise du retour, etc. Donc plus on reste ancré dans notre monde. Et c'est pour ça aussi, par exemple, j'ai passé à un adulte qui faisait beaucoup de saut en parachute, saut à l'élastique.
et qui disait non, j'ai pas du tout ces impressions-là, mais qui disait mais parce que quand je fais du saut, du parapente, etc., ce que je dois gérer, c'est la vitesse et plus que mes déplacements, c'est la vitesse de chute et je continue à sentir la chute, je continue à sentir la gravité, etc. Alors que là, dans une expérience de vol, ce qu'on contrôle, c'est surtout la direction, et même quand on monte et on descend, c'est juste une direction. Il n'y a pas cette sensation de vitesse ou de chute qu'on peut avoir lors de saut. Donc, je pense qu'il y a chez les personnes jeunes qui n'ont pas encore cette expertise de la gravité, etc. Les sensations sont décuplées parce qu'elles sont pas encore, leur esprit n'est pas encore formé à ça. Et on retrouve aussi des effets plus poussés chez les personnes beaucoup plus vieilles, mais là, je pense que c'est par exemple, on a eu la chance d'avoir des personnes très âgées. J'ai eu une vieille dame qui avait 79 ans qui l'a fait, et qui me disait, bon, j'ai pas pu la filmer, mais qui me disait que c'est le fait de se revoir elle-même qui l'avait vraiment perturbée. Et du coup, là, c'est vraiment, je pense que c'est le basculement qui fait que sa perturbe, elle perd ses repères et elle a besoin justement de se voir et de s'orienter par rapport au monde pour garder son équilibre, etc. Ça a répondu à... mes micros, c'est... Plus on est jeune, moins on connaît notre corps. On va avoir plus de sensations imaginaires. Je sais pas si c'est imaginaire, mais on va avoir des réactions plus extrêmes. C'est-à-dire on connaît la théorie, on sait si on pousse quelque chose, etc., mais on sait pas jauger notre force. C'est vrai qu'on va beaucoup avoir des personnes qui frappent beaucoup plus fort qu'ils l'auraient voulu, qui font beaucoup plus mal, etc., qui contrôlent pas du tout, même quand ils essaient de chahuter avec leurs frères et sœurs, qui ne vont pas du tout mesurer leur force, et du coup, parce qu'ils maîtrisent pas la réaction et les conséquences et aussi l'environnement et la gestion de distance, il y a plein de trucs. Je sais pas si c'est des attentes imaginaires, mais c'est juste une mauvaise estimation, en fait, de son propre corps et de son impact sur l'environnement. Ce que je voulais dire, ça sera plus facile de faire croire à ces gens que, je sais pas, en fait, c'est ça, ils ont des super pouvoirs ou qu'ils vont avoir un impact sur des mondes virtuels. Ah, je pense que oui. Que des gens plus adultes, ils vont dire, ah non, ça c'est pas possible. Je pense que oui, parce que par exemple, on avait des enfants qui essayaient de déplacer les motéorites quand ils arrivaient devant, c'est-à-dire qu'elles fonçaient dessus et avec leurs bras essayaient de les repousser ou de les décaler pour pas avoir à tourner. Et donc, je pense que oui, on peut plus facilement entrer dans ce monde et il est plus facile de les convaincre que justement elles peuvent voler, etc. Pareil, quand on leur enlève le casque, il y en avait certaines qui titubaient parce qu'elles avaient beaucoup tourné. Et du coup, voilà, où ça se voyait aussi des enfants et même des personnes, mais ça allait jusqu'à j'avais des jeunes de 15 ans qui se mettaient sur la pointe des pieds, alors ils s'élevaient pour s'élever avec l'avatar. Voilà. Et ça se contrebalance aussi avec l'expertise de la réalité virtuelle, parce que des personnes du même âge qui ont l'habitude des jeux vidéo, etc., n'ont pas du tout les mêmes retours et les mêmes problèmes. Oui, ça c'est dans toutes les expérimentations qu'on a eues, à Laval ou à Duranceine. En fait, on a vu que finalement il y avait deux grandes catégories, bien que finalement les réactions sont très individuelles. On est dans une réaction psychologique plutôt différentielle que moyenne, hein, mais que des populations, on peut caractériser une population d'experts ou de naïfs. Donc les naïfs, c'est ceux qui ne connaissent pas ni de jeux vidéo, ni qui n'ont pas eu d'expérience, qui ont pas de référentiel, après qui sont un peu, à part le cinéma et à part ce qu'on disait sur le côté anthropologique du vol, comme expérience évidente, câblée, disons. Mais que les gens, par exemple, qui sont des joueurs vidéo, finalement, ils ont eu encore plusieurs réactions, mais quand même d'autres types de réactions. C'est-à-dire qu'ils ont plus du mal à rentrer dans ce minimalisme. Ils veulent améliorer le système. Voilà, ils veulent améliorer le système, ils veulent c'est déjà vu, etc. Donc on a bien vu qu'il y avait deux populations. Alors maintenant, si on est en train de rentrer aussi dans les jeunes et les moins jeunes ou les personnes seniors,
ça devient intéressant parce que ça veut dire qu'on arrive à voir les grosses différences culturelles. Oui, finalement, les réactions, comment elles se distribuent dans la population, parce que tout ça, c'est, enfin, moi, ma théorie là-dessus, c'est que, en fait, et c'est bien pour ça qu'on essaye toujours, et ça, c'est une vieille tradition qui date des années 80, quand on a commencé à faire les premiers trucs interactifs, il y a toujours des salons, parce que, en même temps, les salons sont pédagogiques, hein. Par exemple, le premier salon sur les arts ménagers était pour apprendre aux femmes qui avaient des machines à laver et voilà, hein, et comment on les utilisait et tout ça. Voilà. Donc c'est encore la même chose. Hein. Là, c'est quelque chose qui est en train de nous envelopper comme technologie. Nous, on est en train de rentrer là-dedans et nous faire probablement d'autres modèles, d'autres référentiels, d'autres coordonnées mentales, physiques, modèles internes, tout ce qu'on veut, et que là c'est très important d'avoir finalement la réaction de tous les publics, hein, de mettre en place quelque chose qui unifie à la fois ces réactions, ces catégories, ces vécus, etc. pour que c'est à partir de la même chose qu'on essaye de voir la différence. Je crois que dans le contexte d'un salon, il y a un autre paramètre de réponse vis-à-vis de votre question, c'est le paramètre social. C'est-à-dire que des enfants ou des personnes de moins de 12 ans vont beaucoup moins avoir cette espèce de pudeur que peuvent montrer des adultes quand ils sont il y a un public, ils sont généralement venus avec un ami, un groupe d'amis, il y a des chercheurs qui les regardent et comme ils vont se sentir observés, ils vont avoir beaucoup plus de mal que des jeunes enfants qui pour le coup sont fiches, ils n'ont pas honte en fait d'avoir une posture ridicule, entre guillemets. Ils vont pas se dire, enfin ils se voient, ils vont pas se dire ah si je me penche quand même, peut-être que j'ai une jupe un peu courte, peut-être que ça me fait grosse fesse, ce que vous racontiez tout à l'heure. Je pense vraiment qu'ils sont les enfants ils se disent pas mince on me regarde, et c'est pour ça que ça change beaucoup de paramètres, je trouve, de faire expérimenter la réalité virtuelle quand il y a un public et quand on est seul avec expérimenter la réalité virtuelle seul dans sa chambre, enfermé par exemple, ça n'a aucun rapport avec l'expérimentation dans le cadre d'un festival ou d'un salon. Surtout que là, le bocal est vraiment recouvert de vitres, donc même les personnes extérieures pouvaient voir l'évaluation. Donc c'est vrai que ce côté social doit beaucoup jouer et effectivement être beaucoup moins important pour des enfants qui rigolaient plus avec leurs amis en sortant que justement avec des jeunes adultes ou des adultes, ou justement quand je faisais passer la première personne, la deuxième parfois refusait carrément après avoir vu que tout le monde avait vu son conjoint ou son collègue passer, disait non ce sera pas pour moi, peut-être une autre fois, etc. Et que probablement même le comportement social propre au lieu est aussi important. Parce que là, effectivement, c'est un espace ouvert où les gens testent les jeux vidéo, surtout les jeunes, testent dans tous les sens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais même pour les jeunes, un salon de réalité virtuelle, il y a un comportement attendu qui n'est pas celui de la Cité des Sciences. Donc, il n'y a pas de librement expérimenter et de courir et de crier dans les trucs et des machins. On se comporte de manière conforme. Et là-dessus, on est content parce que dans notre discipline, on est très attentif aux effets de contexte. Le seul papier de résultat, on a un papier de paradigme, on explique l'idée générale originale, puis après on a fait des résultats qui sont parus plus tard. Alors, on précise bien, on découpe les effets de contexte, les effets de spectacularisation, de ce dont tu dis, et du coup, c'est vrai que souvent, nous, on trouve quand même que les inductions, parce que s'il se voit pas, si la vidéo, si c'est caché, si on lui a dit que ce serait vachement rigolo, donc tout ça est extrêmement, disons, en tout cas, attentivement énoncé, dit explicitement, et c'est vrai que nous, on trouve, du point de vue de la recherche interdisciplinaire, que la plupart des autres protocoles de recherche des sciences dures devraient bien s'inspirer de ça, parce que
on voit bien, d'ailleurs ça a été montré, hein, le rapport à l'autorité, à la science, au savoir, être cobaye, ce que ça signifie. Donc on peut en faire toute une littérature, mais il est indéniable que cette artificialité de la passation, juste c'est pas grave, de toute façon on n'aura jamais des conditions absolument naturelles, mais il faut pouvoir le dire, hein, c'est ça le principe de la science, c'est de dénoncer les conditions et de dire leurs effets possibles, leurs inductions, c'est de corréler, de corriger, et là-dessus on a effectivement beaucoup de chance d'être accueillis et par la Cité des Sciences, là, parce que on essaie de construire les bases, il y en a peut-être fait, mais de s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler la recherche-médiation. Parce qu'il y a la recherche-création, vous allez faire artistiquement intervenir quelqu'un qui est très libre, qui est quelqu'un qui va pouvoir s'approprier les technologies, la recherche action en sociologie, la recherche intervention, plus pour modifier la réalité. Et donc nous on pense qu'il y a aussi probablement des recherches formation, c'est-à-dire que si on met les gens en formation, ils produisent des savoirs aussi de par leur processus pédagogique, c'est encore un autre secteur, et la recherche médiation, où là on est en train d'expliquer des choses, donc du coup on s'aperçoit peut-être c'est pas seulement de la vulgarisation, c'est que on a nous-mêmes ça nous change parce qu'on on a la chance d'être tous des humains, donc on est liés dans les deux sens quoi. Et ça on aimerait pérenniser, donc il y aura un espace de jeux vidéo permanent l'année prochaine à la Cité des Sciences avec une première année consacrée à l'interactivité et au sein de cet espace permanent aussi un petit coin labo là comme celui que vous avez vu qui est en cours de préfilé qui va être construit et auquel on va participer en continuité, comme ça on pourra avoir aussi faire profiter de l'expérience qu'on a eue sur ces questions-là et faire avancer les autres équipes de recherche qui vont venir du lutin ou d'ailleurs. Voilà, on pense que c'est quand même une grande tradition des lieux et puis nous on accepte ça. Bon, il y a donc alors juste, j'ai pas pris note des gens qui sont venus, donc c'est vrai que là, si vous avez envie d'interagir, vous avez toutes les coordonnées sur l'annonce de l'événement sur Heure ATEC. Vous avez même mon numéro de téléphone. Je vous ai envoyé. Mais voilà, on peut passer une phase informelle, parler de ce qui était là, parce que je sais qu'il y avait des doctorants probables, des docteurs de Kelly, des gens qui viennent de différents milieux. Donc on sera ravis de prolonger ces discussions, parce que nous, on est lancé dans une affaire qui dure déjà maintenant depuis 5 ans. La recherche de jeux vidéo, c'est bon, 17 ans, toi, voilà. Oui, oui, Christine, tu veux parler? Oui, je t'en prie. Oui, bonsoir. Donc, moi, ça m'intéresse énormément tout ce qui se passe ici, parce que ça fait quelques années que je fais tourner mon projet Empty Room de réalité virtuelle. Donc, moi, je m'occupe de spatialisation, de la musique électroacoustique, donc en simulation. Et donc, se pose la question de l'auditeur immergé et du compositeur en immersion. Voilà. C'est pour ça que ces travaux m'intéressent. Et donc, ça fait 3 ans que je fais tourner ce projet. Pareil, futur en scène, on est allé à Singapour, on a fait à peu près le tour du monde avec, etc. Bon. Là, en ce moment, il est au Canada, au fin fond d'un village, où les gens ne connaissent pas grand-chose à la réalité virtuelle, apparemment. Et ça marche de la même façon qu'on soit dans un forum VR ou au fin fond de la forêt dans l'Ontario. Donc ça déjà c'est pas mal et j'ai beaucoup de résultats d'observations qui recoupent ce que vous racontez. Ah bon? Ah ça nous intéresse. Parce que j'ai pris des notes et j'ai observé à chaque fois, j'ai toujours été présente pendant les phases de démo et de présentation et donc j'ai incarné, il y a des gens qui ont écrit, laissé aussi des commentaires et qu'est-ce qui se recoupe là? Et qu'est-ce qui se recoupe par exemple la problématique de l'âge, c'est-à-dire que j'ai fait quelques expériences avec des enfants en dessous de 13 ans et très vite j'ai abandonné parce qu'il y a eu des enfants malades et en fait en regardant sur la notice là d'Oculus DK2 on peut voir que ils interdisent aux enfants de moins de 13 ans, donc il doit y avoir une raison qui n'est pas expliquée en détail, et enfin il doit y avoir des multiples raisons à ça, et ça je l'ai vraiment observé. Après, que chacun fasse son histoire par rapport à une même proposition artistique ou de simulation, que chacun donne sa version d'immersion, ça je l'ai vu aussi. Et j'ai eu des choses assez incroyables, que je peux aussi me coucher sur papier, etc., ou partager. Notamment celle d'une vieille dame qui est venue accompagner son petit-fils. Le petit-fils était trop habitué à la Game Boy, machin, tout ça, donc en fait, ça ne m'a pas intéressé du tout, l'histoire. Elle est partie à fond quand même, 10 minutes, ça dure 10 minutes, c'est une expérience sensorielle complète, je veux dire, on a du son,
elle est en casséroscopie, qu'on aime bien couper du monde. Et elle a fait son monde avec sa vie. C'était hyper poignant parce que c'est une dame, bon, bah, elle avait passé sa vie dans sa cuisine, pour faire à manger pour ses enfants, ses petits-enfants. Et donc, elle m'a raconté une histoire de tiroirs qui s'ouvraient et qui se fermaient, alors qu'on était dans un univers de cubes, de primitives, enfin, de textures, comment on pourrait appeler ça, abstrait, voilà, géométrique, abstrait, etc. Et à partir de là, elle a fait avec ce qu'elle avait. Et elle me racontait une histoire qu'elle était dans sa cuisine et que les tiroirs s'ouvraient, se refermaient, qu'il y avait des choses. Non, mais c'est fou, ça veut dire qu'on ne peut pas faire autrement que avec son bagage, quoi. Oui, absolument, on doit trouver parce que... Et que émotionnellement, il y a un truc qui se passe. Finalement, ces mondes virtuels sont des expériences quand même extraordinaires. Bien que maintenant on est habitué, je vais analyser tout ça. Mais dès que c'est sur le fond comme ça, on est obligé de se raconter une histoire, de se projeter, voilà, de légaliser, hein, de dire mais oui, c'est vrai. Et plus les personnes sont vierges, on va dire, de toute expérience, plus c'était intéressant d'écouter à la sortie. C'est-à-dire, moi, je les reprenais tout le temps à la sortie, hein. J'ai fait des photos de visage aussi, enfin, c'est extraordinaire de voir les gens à l'arrivée, le visage fermé, et quand ils sortent, ils enlèvent le cassé-à-souris, ils sont complètement détendus, on a l'impression. C'est un truc de fou. Enfin, je veux dire, c'est la beauté du visage. Et j'ai une série de photos qu'une amie a pu faire sur un stand à Futur en scène, où on voit un jeune homme qui était plutôt qui faisait une démo dans les allées avec un impériage, il faisait écouter quelque chose avec son Walkman, une musique qui faisait en direct, etc. Et je sais plus comment il s'appelle, c'est un mec hyper complètement dans l'émotion, etc., qui vous embarque dans un truc et tout. On a dit, ok, lâche ton truc, viens, on va te montrer ce qu'on fait nous, et pour partager un peu des expériences, et tout son côté un peu, c'est quand même bien, on sentait que c'était quelqu'un qui se tenait, quoi, complètement. À la sortie, tout le corps était relâché, le visage était complètement détendu, c'est extraordinaire, quoi. Pour chacun, c'est différent. Donc c'est vraiment ce que je veux dire par là, ouais, c'est un média extrêmement puissant, et qu'est-ce qui est brassé là-dedans, c'est vraiment notre émotion. Et comment on pourrait appeler ça? C'est une machine à laver les émotions. C'est pas le cerveau. C'est-à-dire que ça va quand même venir nous chercher à des endroits, même pour être verrouillé. C'est ça que je veux dire. Donc ça déverrouille une histoire de faire sauter des verrous, là, c'est assez extraordinaire. Voilà, enfin, je pourrais en raconter pendant des heures, parce que... Mais en tout cas, j'ai donné avec tout, parce que moi, je termine ma thèse aussi sur le sujet de l'action, de la spatialisation du son dans la réalité virtuelle. Et il y a quand même dans la thèse tout un passage sur le retour d'expérience qu'on a fait. Donc ça, je peux partager ça. C'est absolument... Je suis frappé que tu formules comme ça, que c'est effectivement une machine à laver les émotions. Oui. Parce que moi, historiquement, j'ai suivi tout ça, et c'est vrai que, par exemple, au début du CD-ROM, toutes ces choses, les ordinateurs en fait de définition et tout ça, on disait que on ne pourrait jamais transmettre des émotions. Mais si. Et puis il y a eu quelqu'un, Pedro Meyer, qui a fait un CD-ROM sur la mort de son père, avec simplement des photos scénarisées, etc. Et tout le monde est tombé par terre. C'est-à-dire que toutes ces, finalement, technologies du virtuel sont complètement ouvertes sur cette implication émotionnelle. Hein, et même peut-être plus facilement que les situations, disons entre guillemets réelles, parce que on a peut-être on peut avoir moins d'inhibition, moins de contraintes, moins de. C'est la désinhibition qui marche, parce que c'est le premier truc qu'on voit aussi. Là, je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure. Par exemple, les gens arrivent, mettent les dispositifs, donc ils sont souvent accompagnés par des amis ou par des collègues, la famille, etc., le conjoint. Et puis, au bout de 5 minutes, la personne me regarde, parce que je fais de la médiation, souvent en même temps, donc, il me dit, mais elle est partie? Je dis, bah oui. Mais elle est où? Je dis, mais là, je monte l'écran.
Mais et ça, c'est ce qu'elle voit. Je dis, bah non, c'est encore autre chose ce qu'elle vit. C'est encore autre chose qu'elle. Voilà. Et les gens, mais cette perte entre la relation, c'est flagrant, quoi. Et avec les enfants, c'est pareil, hein. Même avec les enfants qui font du jeu vidéo, des expériences hyper immersives, parce que là, moi, je mets du son, on est vraiment coupé, on n'entend plus les gens à l'extérieur, etc. Donc il y a une coupure en plus avec le son, on va dire. Et une couche en plus. Voilà. Et là, même les parents qui avaient l'habitude de voir des enfants jouer aux jeux vidéo, ils les perdaient. C'était encore plus angoissant. Alors il y en a une qui me disait, bah, je préfère encore quand ils jouent à la maison, au moins il reste un truc. Là, il n'y a plus rien, quoi. Il reste la bilocation, moi ça me fascine cette histoire de bilocation. Et puis s'il n'y a plus la bilocation. Bon. Ah bah c'est le paradigme de la téléportation, c'est-à-dire voilà, en fait c'est ça, c'est parce que c'est le seul. On passe de l'immersion à la téléportation, donc à l'instantané. C'est tout. Donc on a fait des études nous un petit peu sur l'émergence des masques et c'est vrai que c'est un peu les promesses sociales et les discours d'accompagnement là-dessus sur on va instantanément être sur une plage du monde quand il fait froid, etc. Et en même temps, moi, je retiendrai aussi dans ta théorisation, Étienne, d'aujourd'hui, c'est bien que les espaces électronumériques, donc le virtuel ou voilà, la simulation audiovisuelle, nous permettent de nous incarner davantage à certains égards, enfin c'est pas davantage, on va pas l'utiliser, mais d'une manière spécifiquement forte, une puissance spécifique, tant par l'accrochage imaginaire, émotionnel, que corporel, que par le modèle de corps et d'action possible, et que ça rejoint aussi quand Bruno Latour avait dit, bah non, le virtuel c'est pas le contraire du réel, c'est la matérialisation, au contraire c'est la concrétisation de notre imaginaire, donc c'est encore plus, enfin c'est une forme de nouvelle réalité qui a sa consistance. Le dernier point, c'est que bon, sur ces effets-là, c'est vrai que moi je travaille sur les états modifiés de conscience cette année, sur les états limites, notamment médiatiquement. On avait Yann Conan qui a fait donc Blueberry, l'expérience secrète et d'autres mondes autour des Indiens chez Pibo. Et donc là, il essaie de reproduire les expériences psychédéliques produites par les visions sous ayahuasca avec un casque de réalité virtuelle. Et bon, il y a d'autres systèmes qui le font très bien. Mais c'était intéressant d'avoir un dialogue hier avec un artiste qui est conscient de cette puissance, mais qui lui veut la consacrer au fait que il prévient que les gens pour qui c'est pas, pour qui déjà ils sont malades dans le casque avec ça, ils n'y allaient jamais. Il l'utilise à la fois pour initier à quelque chose sans manger, enfin moindre en tout cas que des choses qui peuvent nous rendre quand même, c'est pas trop nos cultures. Et donc du coup cette puissance, bah nous on a voilà des enjeux aussi par rapport aux usages futurs que l'on sait des médias lorsque ils tombent dans certaines logiques de capture, on a parlé, qui sont pas toujours émancipatrices, parce que les habitudes qu'on prend là-dedans, bah, on les entretient après, aussi dans le monde réel. Donc il y a tout un débat là-dessus. C'est très Schrödinger, d'être là. Ah bah, c'est très quantique. Il est à la fois là et là-bas. C'est déjà faire une expérience. Alors, pour elle, c'est une métaphore possible. Une métaphore, je suis pas physicien pour. Moi, je dis toujours que cette image électronique, n'importe quelle image, depuis la télé, c'est une image quantique. Parce que c'est la transformation des électrons en photons dans un sens et dans l'autre. C'est produit dans un sens et c'est restitué dans l'autre sens. C'est notre expérience quotidienne et d'immersion dans le premier objet quantique. Alors on parle des ordinateurs quantiques qui vont arriver dans je sais pas combien d'années, de tout ça, on parle de la théorie très complexe quantique, mais l'objet quantique que nous fréquentons banal tous les jours, c'est les écrans. C'est cette image électronique. Il y a un autre objet quantique aussi, ce sont les aimants. Les aimants néodiques, ça aussi, c'est le grand objet de quantique. Ne règle personne avec ça. Okay. C'est étonnant parce que, effectivement, en termes de physique, on pense toujours que la physique quantique est à distance de nous. Et en réalité, elle est réellement, elle est en permanence. Tout à fait proche. Elle est tout à fait proche, elle agit même au niveau de l'ADN et des choses comme ça. Mais faites l'expérience des aimants néodymes. Vous verrez que c'est extrêmement puissant. Ils sont voire même dangereux quand ils sont en grande masse. Et c'est vraiment un effet macroscopique des quantas.
Alors là, c'est comme le point volume dans le domaine, hein, on a le point quantique, là, on commence à partir en libération, vitesse de libération. Moi, je pense qu'on va pouvoir considérer que... Alors, je réunirai juste en regardant la caméra telle quelle, Noam, si tu veux bien venir, Kevin et Étienne pour la photo de fin, avec voilà, toute la salle, on pourrait la faire passer de l'autre côté de l'écran, mais comme on n'a pas les autorisations de droit d'image. Donc, merci à tous pour cette expérience de studio simulé en réel avec un vrai faux complet décor public, mais on était bien ici. Et donc, pour ceux qui verront la vidéo un jour, à bientôt dans nos ateliers au LABEX et à l'EAR, le UR Artec. Voilà, le dernier propos de fin. Merci à tous, c'était super.